L'entreprise fonctionne assez peu avec une décision solitaire aujourd'hui. On voit bien comment la complexité conduit à des décisions qui sont de plus en plus collégiales. Est-ce que cette collégialité est la réponse aux besoins de transparence? Est-ce que cette collégialité est le mode de construction de la légitimité de la décision? Je pense qu'il faut creuser un peu. D'abord, moi ce qui me frappe, c'est ce que dit André Comte-Sponville dans un de ses ouvrages, où il dit que la démocratie existe là où le pouvoir est à prendre. Dans l'entreprise, le pouvoir n'est pas à prendre. Donc, on évacue le sujet, la démocratie n'a pas lieu d'être dans l'entreprise. Ça, c'est un petit peu brutal, un petit peu caricatural. Parce que si maintenant j'interroge l'entreprise dans la cité, oui, acteur dans un écosystème, oui, notamment au niveau local, là, l'étalon de la légitimité, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, demeure l'utilité publique, le progrès social de nos projets, des actions que nous entreprenons. Et ça implique, et c'est de plus en plus nécessaire, une capacité de dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. Et les parties prenantes, elles se sont beaucoup multipliées depuis quelques années. Avant, on disait classiquement les parties prenantes, c'est les clients, fournisseurs, les salariés, enfin les clients, les salariés, les fournisseurs. Et les actionnaires. Bon. Aujourd'hui, on y rajoute les agences de notation financière, les agences de notation développement durable, les citoyens, la cité, les médias, les politiques, enfin bon. Et notre responsabilité, c'est de trouver des points d'équilibre entre toutes les contraintes, tous les questionnements, toutes les revendications de ces parties prenantes de plus en plus nombreuses. Et c'est la raison pour laquelle on s'appelle entreprise, c'est que ce point d'équilibre ne peut se trouver que dans le mouvement, et dans le mouvement qui est impulsé par un projet. Et pour exercer ce dialogue au sein de ces différentes parties parties prenantes, eh bien, il faut un dialogue, et il faut un dialogue démocratique. Donc la démocratie reprend toute sa place, mais à travers le dialogue que l'on doit installer entre ces différentes parties prenantes. C'est particulièrement vrai dans nos métiers d'aménagement du territoire. On sait bien aujourd'hui que plus aucun projet n'est possible si le plus en amont possible, on n'entretient pas et on n'organise pas un dialogue avec toutes les parties prenantes. Sinon, vous ne faites pas des lignes d'évacuation d'énergie entre la France et ses pays limitrophes, vous ne faites pas des sections d'autoroute, vous ne faites pas de parking, des TGV, etc. Absolument. Sam Goldsworthy, this is about the balance between those who know in a way and who can share knowledge and the opinion of people who probably know less but nonetheless have a say in the decision-making process. Well, I think the business world, like every other thing that we're talking about, is complex, and there are different things going on there. I wouldn't like to say that there isn't scope for ruthlessness in business. If you look at the British Isles at the moment, you have the phenomenal success of Ryanair as an airline, which trades on being rude about its passengers, being quite abusive, and doing very well on bad publicity, a thriving success. Or a clothing retailer like Primark, which sells essentially on the basis of cheapness, low cost, very little wider sort of expressed concern about the environment or social sustainable development in general. Yes. Yeah, and you can think of Walmart, by some measures, the world's largest company. Now, that's not to say that there aren't other businesses out there, but it is a complex environment in which people are also trading on the basis of price, and image is a difficult thing. I mean, I myself teach public relations, which is much disparaged as an occupation. People are very rude about it, but lots of people want to work there. It's one of those complex and strange and things. More and more resort to it, as you said earlier on. Yeah, yes. It is seen as very important, but that doesn't mean that people aren't rude about it, that it doesn't have its own image problem. And I think ththese are complex things which we all have to sort of deal with in our working lives. There are no simple answers. Raymond Soubi, les réponses ne sont pas simples, mais enfin si je schématise outrageusement, la décision est de moins en moins solitaire, mais le pouvoir est de plus en plus personnel. Et la relation aux questions de la société passe par à la fois des filtres distordants, enfin vous parliez de transparence bonne ou mauvaise tout à l'heure. Alors cette question de la démocratie dans le processus,
Vous étiez à l'Élysée il n'y a pas très longtemps. On la sent, la démocratie. D'abord, je pense que la situation est très différente entre la sphère politique. Oui. Le mot de démocratie s'applique à la sphère Tout à politique, fait. comme l'a dit très bien Xavier Huillard tout à l'heure. Absolument. L'entreprise, Oui. qui ne relève pas du concept de la démocratie, qui ne peut pas relever du concept de la démocratie. Cela dit, je crois qu'il y a un point commun entre la sphère politique et la sphère de l'entreprise, c'est que dans les deux cas, il faut qu'il existe un affectio societatis. C'est ça la reconnaissance, l'affectio societatis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contestation trop forte, sur les contestations, à la marge, de contestation trop forte et fondamentale du système. Et la vraie question, c'est de savoir comment faire, surtout dans des temps difficiles, et surtout, comme on l'a vu, avec le développement d'Internet et des nouveaux systèmes de médias. Je crois que la solution, c'est que les dirigeants essaient de développer cette affectio societatis. Alors pour les politiques, c'est pas simple. On voit très bien que le principe de la souveraineté nationale ne suffit pas à lui seul à faire taire toutes les rumeurs et clameurs actuelles. Mais ça veut dire qu'il faut quand même que les citoyens se retrouvent dans le système. Les citoyens, tous les 5 ans, il n'y a pas de mandat impératif en droit français, mais enfin confie quand même une forme de mandat non impératif à l'occasion des élections présidentielles et législatives. Se fait un choix. Oui, on fait un choix. Et penser que pendant 5 ans, ils vont aller à la pêche à la ligne en disant dans 5 ans, nous verrons ce qu'il en est, c'est une illusion totale. Et donc il faut que les citoyens aient l'impression, et quelque part la réalité, de participer à certaines décisions. Alors, ça peut se faire à travers des débats avec des intermédiaires. Car je crois en vérité que les politiques, pour se légitimer, ont besoin d'être aussi légitimés par les corps intermédiaires. Je veux dire que quand les corps intermédiaires, syndicats, patronats, associations, etc., discutent avec le pouvoir politique, oui, ils légitiment le pouvoir politique face à la clameur universelle d'Internet. Et donc je crois que la vraie solution, elle est là. Au niveau de l'entreprise, bien sûr, ce n'est pas du tout la même problématique. Je crois que les chefs d'entreprise ont à faire attention, et font d'ailleurs souvent attention, à ce que leurs salariés soient bien dans leur peau. Bien dans leur peau, c'est pas seulement bien dans leur peau par leur perspective d'emploi, par leur perspective de rémunération, c'est qu'ils sentent qu'ils sont à leur place, qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ont des responsabilités, que celles-ci sont définies, et qu'il arrive qu'on les consulte, et il arrive même qu'on les suive. Alors, l'entreprise ne peut pas fonctionner comme ça, systématiquement, parce que ce n'est pas une démocratie. Mais de temps en temps, donner la parole aux gens, c'est très important. Et d'ailleurs, je pense que donner la parole aux gens, c'est une thérapie. C'est pas tellement prendre en compte ce qu'ils disent, si, en partie quand même, que de leur permettre de s'exprimer. Et je crois que c'est comme ça qu'on recrée l'affectio societatis. Et qu'on ne peut pas brandir le seul dogme de la souveraineté nationale comme l'alpha et l'oméga de la légitimité. Ça ne peut plus être, dans nos sociétés contemporaines, l'alpha et l'oméga de la légitimité. Michel Cotta. Je suis assez d'accord avec Raymond, sauf que on voit bien que la limite de l'expression, parce que moi je crois vraiment beaucoup que les gens ont besoin de parler, la preuve, mais la limite de l'expression, c'est l'action. C'est-à-dire, tant que les gens s'expriment, c'est parfait, mais après, il faut bien qu'il y ait des gens qui traduisent ça en action, et c'est à ce moment-là que se pose le problème de la légitimité. Voilà, donc... Pour rebondir sur ce que dit bien, moi je crois qu'il y a deux manières de gouverner. La première, c'est de répondre aux préoccupations des citoyens, ou aux préoccupations supposées des citoyens, lesquelles sont innombrables, multiples et changeantes. Contradictoire le cas échéant. Et parfois, et souvent contradictoire. On dit c'est le jeu de la démocratie. En réalité, c'est mortel pour celui qui s'y livre. Il termine en petits morceaux.
Et puis, il y a l'autre démarche, qui est de dire, après tout, dans la vie d'un pays, il y a quelques grands objectifs, petit nombre si possible, et ces grands objectifs, j'essaie de les atteindre et de les réaliser. Alors, tant pis si dans l'entre-deux, on considère que je suis froid, le cœur de glace, le cerveau frigidifié, peu importe. Je serai légitimé ex post par l'action que je serai menée. Et lisible. Et lisible. Alors, je ne choisirai pas entre l'un des... Je crois que les deux sont nécessaires. Mais c'est un problème d'équilibre. Mais n'étant pas un politique moi-même, j'en serais incapable. Évidemment. Je voulais rebondir sur ce que disait Raymond en disant que c'est la même chose dans nos entreprises, avec probablement le marché qui remplace l'opinion publique. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de gouverner une entreprise. La première, qui a été pas mal en vogue dans le monde anglo-saxon, c'est pour faire réagir mon voisin, qui consistait à gérer son entreprise en fonction des signaux qui étaient envoyés par le marché. Et évidemment que c'est une catastrophe. C'est trop facile et ça va pas très loin. Et l'entreprise tombe en miettes après quelques années. Et puis l'autre manière de gouverner qui consiste à effectivement travailler sur le projet, sur l'utilité publique, sur l'utilité sociale, et ensuite travailler à faire partager cette vision par l'ensemble des collaborateurs, évidemment en allant leur poser la question, mais en étant évidemment réellement intéressés par ce qu'ils peuvent apporter, parce que plus le collaborateur est à la base proche du client, à la production et dans l'action, et mieux il saura comment il faut faire pour produire mieux, avec plus de qualité, avec plus de productivité et avec moins de pénibilité. Simon, be warned, just after Michel Cotta speaks, you are going to be on the question of the market. La délégitimisation atteint beaucoup plus la politique que les affaires, que l'industrie. Et j'en vois une preuve, mais évidente, dans le fait de la légitimation héréditaire de certains patrons. Parce qu'enfin, tout de même, nous savons, on vit ça dans les... Moi, j'ai vécu ça chez Bouygues, et j'ai quelque part vécu ça chez Lagardère. On sait quand même que jamais il y a eu la moindre question sur la façon dont Martin Bouygues était meilleur pour succéder à Francis, qui était tout à fait un génie, et était meilleur que son fils Nicolas, son autre fils Nicolas. Personne ne s'est jamais posé la question. Même chose pour qui était le meilleur pour succéder à Jean-Luc Lagardère, quelqu'un qui ne lui ressemblait pas du tout, qui ne lui ressemble à rien, et qui quand même n'a jamais fait de problème. Donc je me dis que la légitimisation oligarchique et la légitimisation héréditaire est très importante dans les milieux industriels et elle est nulle dans les milieux politiques. Et ça change beaucoup. Yes, well, I am Anglo-Saxon. I believe that the role of the management of a company is to serve the shareholders. And therefore it is only right that people should pay attention to the markets. It would be odd if they did not. That is the nature of business. I see that as rather different from the political world, which we've been talking about. One reason I believe that's legitimate is that, like most people in Britain, my future, in the form of my pension, is tied up in the shares in those companies. So I'm interested in the value of those shares, and I think people have got detached from those kind of economic and financial realities. And that's where sometimes you get some dreamy talk about democracy in companies or overinflated talk about corporate social responsibility. I think there is a place for serious concern about financial matters which people, for understandable reasons, now are perhaps focusing on a bit more. When we come to the political world, then I think we're on to something different. Yes, we may only have elections every few years. And the interesting thing is, that in my view, yes, the programs that we're asked to vote upon are actually very similar when you get down to it, but the political leaders are not. And if you look at the crises which have been sweeping the world, not just the current financial crisis, but wars in Iraq, Afghanistan, response to terrorism and so on, these have been important matters which were never really put to the vote. They were not issues at the elections which preceded the war or the credit crunch or what is happening now. And so in a sense, we elect people who we entrust with the responsibility of taking care of those problems in the future. Problems which we may not know about now. Who knows?
You know, you're going to have a presidential election soon. Who knows what issues might be coming up during your next president's sort of term in office. And that's why it seems to me legitimate to examine their personalities, question their judgment, look at their behaviour in that kind of way. And when we, looking from London, think about who might have become your next president, we think it's very interesting and very relevant.